Donc, on sait que toutes les écoles vont être fermées jusqu'au 30 avril. Sur le territoire de la commission scolaire du Pays des Boulettes, ça s'articule comment, ça, ce phénomène-là? C'est-à-dire que là, toutes les écoles sont véritablement... On peut même pas aller chercher quelque chose, un livre qu'on voudrait peut-être avoir ou des choses à main? Non, présentement, toutes les écoles sont fermées, sauf 6 écoles primaires qui accueillent des services de garde d'urgence pour le personnel qui a été identifié par le gouvernement, principalement le personnel œuvrant dans le domaine de la santé. Aussi, d'aller chercher le matériel, comme le premier ministre l'a indiqué, le ministre de l'Éducation l'a indiqué dimanche, il sera possible, à un certain moment donné, d'aller chercher du matériel. Mais pour l'instant, on n'a pas de consigne claire et c'est la santé publique qui va nous donner ces consignes-là pour ne pas, évidemment, reproduire les regroupements qu'on veut pas faire. Donc, on attend encore des consignes. Ça fait donc maintenant 2 semaines que les écoles sont fermées. On en a pour jusqu'à la fin d'avril. Est-ce que toute cette période-là peut faire en sorte que ça peut compromettre l'année scolaire des jeunes qui fréquentent la commission scolaire? Évidemment que on peut croire que puis a raison, que ça compromet l'année scolaire. Effectivement, il y a à peu près pour la plupart des élèves entre 60-65% de l'année scolaire de compléter. On serait, comme l'a indiqué le ministre de l'Éducation, en mesure de faire des promotions pour l'an prochain pour une très grande majorité des élèves, sauf que ce qui nous préoccupe pour l'instant, c'est principalement 2 catégories d'élèves, c'est-à-dire les élèves qui sont en difficulté d'apprentissage, d'adaptation. On est en train on travaille actuellement avec le ministère pour mettre en ligne et offrir des services à cette catégorie d'élèves-là qui pourraient souffrir plus que d'autres de la perte du temps d'enseignement qu'on connaît aujourd'hui. Et l'autre qui est plus particulier, qui est un petit peu plus pointu, c'est nos élèves en anglais intensif qui ont abordé la partie académique. Certains l'avaient fait avant les fêtes, c'est-à-dire avant la fin janvier, et d'autres avaient débuté en début février la partie académique. Donc, ils ont très peu de temps de fait dans la partie académique. Ça, on travaille très fort pour trouver une solution. Parce que ceux-là nous inquiètent un peu plus. C'est des élèves principalement de 6e année, quelques-uns de 5e, là. Mais ça, c'est préoccupant. Est-ce qu'il va y avoir, on a parlé aussi dimanche, le ministre a parlé de la possibilité de faire des exercices à la maison. Est-ce que de ce côté-là, vous avez regardé un scénario de fonctionnement quelconque au niveau de la commission scolaire? Oui. On a travaillé précisément en fin de semaine dernière et on a mobilisé nos conseillères pédagogiques. Hier, il y a eu une très grosse journée. On a mis en ligne hier sur le site de la commission une foule de références qui peut aider les parents à trouver du matériel de référence en français, en mathématiques, en lecture, pour continuer une certaine forme de routine d'apprentissage. Le ministère, hier, on a eu une discussion avec le ministère. Toutes les commissions scolaires, on discute presque quotidiennement avec le ministère. Le ministère est en train de mettre en ligne sur son site, lui aussi, des références et une programmation. Je vais aller un petit peu plus loin. Une programmation par niveau pour que les parents ou les enfants un peu plus vieux puissent avoir accès à de l'information et à de la poursuite d'apprentissage, on va le dire comme ça. L'idée n'est pas de transformer les maisons en école, mais à tout le moins de maintenir une routine sur la lecture, sur des exercices qui font en sorte qu'on va maintenir des apprentissages. Donc tout ça, ça se met en place là. Ce matin sur Facebook, là, hier soir, on publiait sur notre page Facebook les liens qui sont accessibles par le site de la commission scolaire. Il y a une foule de liens là, qui vont être mis en place. Et il viendra plus tard, dans les prochaines heures, prochains jours, vraiment une programmation par niveau pour aider les parents à planifier un peu puis à organiser.
Est-ce qu'il pourrait y avoir un service aussi pour les parents qui pourraient, je sais pas, moi, on se ramasse à faire un exercice quelconque, bon, on bug, comme on dit. Est-ce qu'il pourrait y avoir un support qui pourrait être amené par le personnel aussi enseignant de la commission scolaire? Est-ce qu'il peut y avoir ce type d'interaction qui peut aussi se faire? Oui, exactement. D'ailleurs, dans les prochaines heures, si ce n'est pas aujourd'hui, dans les prochaines heures, le ministère de l'Éducation, le gouvernement doit s'entendre avec les grandes centrales syndicales sur comment on peut intervenir, à quel moment on peut intervenir. Les centrales syndicales sont très ouvertes là, à collaborer. C'est pas ça l'exercice. L'exercice n'est pas à chercher de la collaboration. Il est à définir comment on peut aider au niveau de la logistique, la disponibilité. Est-ce qu'un enseignant, par exemple, qui se mettrait en ligne, est-ce qu'il y a ce qu'il faut pour répondre? Les lignes téléphoniques sont très sollicitées. En tout cas, quand on passe par la commission scolaire, c'est ainsi, des fois, on a de la difficulté à avoir une ligne. Donc, on veut mettre aussi à la commission scolaire je dirais, une info parent qui est autre que le site Internet, parce qu'il y a des parents qui voudraient bien parler à quelqu'un. Donc, on est en train de mettre ça en place, là. Évidemment que ça nous sort de nos habitudes de travail, ça nous sort de nos contextes de travail actuellement, puis d'autant plus que depuis hier, on devra fermer les centres administratifs. Le télétravail est priorisé en grande partie. Donc, il faut établir déjà des liens de communication en télétravail entre les équipes. Ce que nous, à la commission scolaire, en tout cas à tout le moins, on avait déjà, parce que on était déjà bien installés, parce que notre territoire étant ce qu'il est, on avait déjà développé, par exemple, des visioconférences, de l'équipement et tout ça. Mais quand on parle de télétravail à la maison, ben là, il faut mettre en place des outils à distance pour le personnel. Et c'est ce que le service informatique travaille depuis presque une semaine là, à mettre en place et à rendre disponible. Dans le contexte, M. Ouellet, où on est aussi à mettre en place un ensemble, une nouvelle structure pour l'administration des anciens territoires de la commission scolaire, est-ce que le fait qu'on ait toute cette action, est-ce que ça empêche ou ça limite ou ça réduit le travail justement pour l'implantation de la nouvelle structure, la priorité étant placée ailleurs, je suppose, non? Oui, ça fait partie il y a trois grands présentement, il y a trois grandes questions auxquelles il faut répondre au niveau des échéanciers. Les échéanciers liés, comme vous le dites, ce qu'on appelle au projet de loi 40, qui vient de modifier la gouvernance des commissions scolaires. On avait des échéanciers pour l'établissement d'un conseil d'administration, tout ça, des désignations. Présentement, tout est sur le bureau de la direction générale. On est en train, le ministère va nous guider là, et on peut comprendre que c'était pas la prioritaire, mais là, il faut quand même se parler de ces échéanciers-là qu'il y avait dans la loi, donc le 1er mai, le 15 juin pour l'établissement du CA, tout ça. Est-ce que tout ça va être reporté? On ne le sait pas encore, mais la question a été posée au ministère et les gens y réfléchissent parce que dans ce cas-là, il faut agir par décret. Et puis, c'est toute une opération administrative et gouvernementale qu'il faut mettre en place. Mais il faut peut-être imaginer, oui, qu'il y aura certains reports. Dans les autres échéanciers, c'est tous les échéanciers sur les plans d'effectifs. Donc, les plans d'effectifs, l'organisation scolaire, on a des échéanciers dans les conventions collectives. Est-ce que ça peut être questionnable? Est-ce que c'est faisable dans le contexte dans lequel on évolue actuellement? C'est des questions qui sont soulevées. Certains pourront dire oui, certains pourront dire peut-être, d'autres pourront dire non. Donc, il va y avoir un guide là, qui va nous, pour que l'ensemble du Québec aussi fonctionne de la même façon, pour pas créer d'inéquité et de choses qui ne sont pas respectées dans les conventions collectives. Donc, à chaque fois qu'on soulève une question, il y a multiples partenaires à informer, à consulter. Donc, ça rend le processus un peu plus long, mais qui est obligatoire.
mais on fait des choses présentement en 2 jours, ce qu'on faisait en 2 mois. Fait que ça s'accélère très rapidement. Monsieur Ouellet, en tout dernier, c'est combien de personnes qui, au niveau du territoire de commission scolaire, comme travailleurs et travailleuses, sont affectés par cette fermeture-là? Et est-ce que ce personnel-là, lui aussi sans emploi, fait partie des 900 000 chômeurs qui ont demandé des prestations dernièrement? Bon, alors, on a plusieurs catégories de personnel. Présentement, tout le personnel régulier partout au Québec est à la maison en télétravail et payé à 100%. Donc, ils n'ont pas à réclamer à l'assurance chômage. Le gouvernement soutient, ce sont des employés de l'État. Nous sommes des employés de l'État, puis à cette fonction-là, le premier ministre a dit que personne, pour l'instant, en tout cas, c'est encore la consigne, personne ne perdrait de salaire, de façon à soutenir l'action économique aussi, là, de soutenir tout ça. Il reste que certains employés ont des statuts à temps partiel et quelques employés, là, on peut parler peut-être, je peux pas avancer un chiffre, mais c'est quand même une partie de notre personnel qui devra recourir à l'assurance chômage, des gens qui étaient engagés sur des projets et des projets qui n'auront pas lieu, et qui étaient à temps partiel, à statut temps partiel ou de remplacement, par exemple pour la suppléance. Bien évidemment que ce temps-ci, il n'y en a plus de suppléance. Nous, on s'est engagé à rémunérer les gens de cette catégorie-là jusqu'au 27 mars avec tout ce qui était prévu, même si depuis le 13 mars, il n'y a plus d'activité. On a continué à rémunérer les gens sur la base de ce qui était prévu jusqu'au 27 mars. Maintenant, là, le gouvernement a annoncé qu'il se rendait jusqu'au 1er mai avec la fermeture des écoles. Là, il faut revoir cette position-là. Mais on attend avant de livrer une position, une position nationale avant de livrer une position locale. Merci beaucoup, M. Ouellet, de ces précisions-là et on se souhaite à tous la meilleure des chances pour ce qui reste à venir. Écoutez, on se souhaite oui, on souhaite surtout que tout le monde observe les consignes et que cette période-là dure le moins longtemps possible. Au niveau de la maison Alta Secours, on demeure ouvert. Est-ce que vous pourriez nous indiquer les raisons là, qui vous motivent à faire en sorte que les services demeurent ouverts? Autant au niveau du gouvernement que dans nos services, on est vraiment un service essentiel dans la communauté. Donc, les services d'hébergement dans toute la province au niveau femmes victimes de violence demeurent ouvertes durant la pandémie. Est-ce que à ce moment-ci, c'est-à-dire que vous pouvez même accueillir une nouvelle personne qui pourrait se présenter à ce moment-là? Oui, on peut accueillir encore de nouvelles personnes. C'est certain que dans ce contexte-là, on a dû accroître nos mécanismes d'évaluation et puis mettre des mesures assez strictes au niveau de la sécurité. Donc, c'est certain que on va poser les questions d'usage qu'on se fait un petit peu poser partout aussi. On essaye d'éviter le plus possible de propager le virus dans la maison. Donc, nous, notre priorité, c'est le maintien des services, mais c'est d'abord la sécurité des femmes qui sont déjà en maison et des travailleuses. Tout le monde y met du sien. Autant, ça demande un effort supplémentaire, mais chacune collabore vraiment très bien. Donc, de ce côté-là, les mesures d'hygiène, les mesures de désinfection sont accrues. C'est sûr que c'est un petit peu comme tout le monde. Chacune aimerait aller visiter sa famille, ses amis et tout ça. Puis c'est triste d'avoir à restreindre ça, mais c'est vraiment pour la sécurité. C'est pour espérer que ça dure le moins longtemps possible aussi. Est-ce que dans une période de crise comme ça, où on est obligé d'être effectivement à la maison et ne pas être obligé de sortir, une personne qui est victime de violence conjugale dans ce contexte-là, est-ce que on pourrait s'attendre à ce qu'il puisse y avoir une augmentation de cas? Bien, effectivement, c'est une possibilité. Dans un contexte
comme en ce moment où les personnes sont confinées, où il y a des stress financiers, il y a des stress de tout ça. C'est sûr que on peut voir, on s'attend vraiment à voir les situations de violence conjugale s'accentuer. Mais là, je veux qu'on retienne une chose. Par contre, la violence je voudrais jamais entendre que la violence est due à la pandémie, c'est pas ça. Sauf que le contexte dans lequel on se trouve, s'il y a déjà présence de violence conjugale, c'est sûr que il y a un potentiel de voir les situations augmenter en intensité. Donc, le risque également, donc c'est le risque au niveau de la dangerosité. On peut penser aussi que les enfants sont 24 heures aussi avec les parents. Donc, il y a un risque également que les enfants soient davantage exposés à de la violence conjugale. C'est important que les femmes sachent que oui, ils sont confinés. Oui, on n'a pas le droit de sortir de chez nous, mais c'est pas interdit de fuir un contexte de violence puis d'assurer notre sécurité. On demeure là pour elles. Les policiers demeurent là pour elles. Moi, les policiers, on a une excellente collaboration. On a déjà des appels de fait, on a déjà mis en place des modalités de collaboration. Les policiers sont très sensibilisés et sont prêts à intervenir également. Donc, ne pas hésiter à faire les démarches pour fuir une situation de violence. Donc, si on résume, au niveau de la maison Actes de secours ici dans le secteur de la MRC Maréchal-de-Laine, le service est ouvert, est toujours ouvert, est toujours disponible et on peut y avoir accès une personne qui est victime de violence conjugale. Donc, en fait, moi et le conseil d'administration, en collaboration avec la ville touriste de Beauce-Duchesne, en fait, on a pris la décision de remettre le 60e édition en 2021 concernant la crise, en fait, là, entourant la COVID-19. Cette décision-là repose surtout sur le fait qu'on a des gros enjeux financiers, donc pour garder en fait la pérennité des prochaines éditions du Festival du Bleuet, on a dû prendre cette décision-là qui ne faisait plaisir à personne évidemment, mais était un mal nécessaire en fait. En fait, une des particularités aussi, c'est que fort probablement que même si vous en étiez pour négocier, je suppose, des spectacles ou des choses comme ça, on était dans l'impossibilité de pouvoir mettre de l'avant une programmation artistique. Je suppose, il n'y a pas personne qui pouvait vous dire oui, je vais y être. Exactement, c'était un autre défi aussi qu'on avait, puisque nous, la majorité des spectacles professionnels ils n'étaient pas signés, mais on avait déjà tout statué sur les spectacles qu'on désirait voir pour le 60e anniversaire. Certains contrats étaient sur le point d'être signés, donc il aurait fallu débourser déjà des acomptes à ce niveau-là. Donc, et en sachant pas qu'est-ce qui pourrait arriver dans les prochaines semaines là, au niveau de cette crise-là. Donc, c'est vraiment là, par rapport à ça aussi. Est-ce qu'il pourrait y avoir, pendant la période où devait se tenir le festival, peut-être une activité possible, non? Ou si tout est vraiment arrêté, il n'y aura pas d'activité pour le festival? Pour l'instant, on ne ferme pas nécessairement la porte à dire peut-être une petite activité de financement cet été, tout dépendant encore une fois des consignes de confinement qui vont probablement être modifiées d'ici là, on l'espère. Okay. C'est sûr qu'on n'a pas nécessairement d'idée arrêtée puisque c'est encore trop loin. Même dans 2 semaines, c'est presque déjà trop loin en situation présentement. Donc, on ne ferme pas l'idée qu'on pourrait peut-être célébrer quand même le Bleuet d'une toute autre façon. On pourrait même peut-être s'amuser en fait à appeler ça le 59,5, mais c'est sûr et certain que vraiment pour les festivités du 60e, ça va vraiment être en 2021. D'abord, la bonne nouvelle, s'il y en a une dans le contexte actuel dans lequel on se retrouve, c'est que l'industrie des pâtes et papiers a été reconnue comme étant un secteur avec les services essentiels. Donc, ça permet de maintenir les opérations, mais également le gouvernement demande de réduire au minimum la production pour respecter, je dirais, certaines consignes de confinement et tenter de freiner l'épidémie du coronavirus.
Alors, ce qu'on a fait suite à la reconnaissance du secteur comme étant un service essentiel, mais en même temps de la directive du gouvernement, on a pris en compte tous ces éléments-là pour arriver à une décision que nous avons rendue hier, à savoir que certaines de nos installations allaient cesser la production, mais en même temps, ça permettait, je dirais, de pouvoir maintenir le maximum d'emplois pour être capable de produire les produits qui entrent dans la chaîne d'approvisionnement des services essentiels. Malheureusement, l'usine de papier de Dolbeau cessera ses activités le 1er avril prochain. La machine numéro 9 à l'usine de papier d'Alma a cessé la production mardi soir à minuit. 2 usines de produits du bois dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, soit Résolu LP à La Rouche et Résolu LP à Saint-Prime, ont cessé également leur activité de production mardi à minuit, ce qui fait que dans la région actuellement, il y a près de 310 travailleurs qui malheureusement se retrouvent au chômage. Et au total, les décisions que nous avons rendues publiques hier, qui affectent également d'autres installations dans d'autres régions, on parle pour un total de 665 travailleurs. Est-ce que au niveau de l'usine ici, actuellement, on prend la décision de faire un arrêt indéterminé, ou si on respecte, on se dit, au cours des 2 prochaines semaines, effectivement, il n'y aura pas d'opération. Est-ce que si le gouvernement lève cette interdiction, disons, dans 2 semaines, est-ce qu'on pourrait reprendre à ce moment-là les activités? On parle d'un arrêt de 2 à 3 semaines, selon les directives, bien sûr, gouvernementales. Mais évidemment que le marché va déterminer également la suite des choses. Parce que les marchés actuellement dans lesquels on se retrouve, que ce soit les marchés du côté du papier ou les marchés du côté du bois, sont vraiment affectés actuellement par la situation économique mondiale, si je peux m'exprimer ainsi, dans laquelle on se retrouve actuellement. Alors, les conditions du marché vont bien évidemment guider, je dirais, la suite des choses pour ce qui est de la production. Qu'en est-il au niveau maintenant des scieries? Est-ce que on peut prévoir là aussi un arrêt de production peut-être? Pour le moment, non. D'abord, dans la région, la scierie de Saint-Thomas était déjà arrêtée pour des raisons de marché depuis déjà quelques semaines. Alors, c'est la décision que nous avons rendue hier maintient la non-production, je dirais, de l'usine de Saint-Thomas. Mais par contre, toutes les autres scieries au Québec maintiennent leur activité de production parce que, comme vous le savez, l'industrie forestière, elle est intimement intégrée. Donc, on parle de la récolte, du transport, bien évidemment de la fabrication du bois d'œuvre et par la suite de l'utilisation des sous-produits comme les copeaux, par exemple, pour faire la pâte à Saint-Félicien ou pour faire du papier dans d'autres de nos usines. OK. En ce qui regarde maintenant les opérations forestières, on sait qu'actuellement, dans la majorité des chantiers, on est en arrêt là, avant la reprise des activités habituellement prévues pour mai. Est-ce qu'au moment où on se parle, là aussi, il y a des décisions de retard peut-être qui pourraient être amenées sur la reprise des opérations en forêt? Non, en fait, les opérations forestières se terminaient hier et aujourd'hui pour l'ensemble des territoires forestiers dans lesquels nous avons des opérations. Et ça, c'est pas, je dirais, c'est pas quelque chose qui est surprenant. C'est à chaque année, dans cette période-ci, les opérations forestières se terminent toujours. Et le transport forestier, lui, va se poursuivre jusqu'à peu près le 3 avril, ce qui devrait nous permettre là, de transporter le maximum de fibres vers nos installations de sciage. Et il est fort probable qu'on fasse aussi du transport la nuit d'ici le 3 avril pour permettre d'économiser les chemins forestiers, dépendamment de la température, bien évidemment. Merci beaucoup, M. Blackburn, et on se souhaite la meilleure des chances pour que ce corona soit battu. On se souhaite effectivement la meilleure des chances pour tout le monde. C'est pas une situation qui est facile, c'est pas une situation qui est évidente. Personne actuellement sur la Terre peut dire qu'il a déjà traversé pareille situation. C'est tellement nouveau pour la majorité, sinon la totalité des humains sur la Terre actuellement. Et je pense que nous devons, bien sûr, d'une part, écouter les consignes gouvernementales qui nous sont transmises pour tout faire pour éviter la propagation du virus au sein du territoire du Québec et du Canada.
La maladie à coronavirus continue de frapper le Québec. Il est primordial de suivre à la lettre les indications de la santé publique. C'est la responsabilité de chacune et de chacun d'entre nous. Il faut absolument freiner le virus. Sortez de la maison seulement si c'est nécessaire. Se protéger, c'est protéger les autres. Des vies sont en jeu. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. Les organismes Famille et la MRC de Maria-Chapdelaine, en partenariat avec les chambres de commerce de Dolbeau-Mistassini et Normandin, sont fiers de lancer la campagne Certifié Famille. Un sondage réalisé à l'hiver 2019 auprès des familles du territoire a permis de démontrer que l'élément essentiel pris en compte par les familles lorsqu'elles fréquentent les différents commerces est l'accueil chaleureux qui leur est réservé lors de leur visite. Un accueil chaleureux, c'est avant tout de s'assurer que tous les employés abordent les familles avec une attitude bienveillante. C'est aussi faire de petits gestes aussi simples que de donner accès aux toilettes sans obligation d'achat, autoriser l'utilisation du micro-ondes pour faire chauffer un biberon, permettre à une maman de s'asseoir dans un endroit calme pour allaiter, dégager les allées afin qu'une poussette puisse y circuler aisément. Les commerçants ou les responsables d'une organisation qui souhaite attirer et fidéliser une clientèle famille peuvent demander gratuitement la certification. Une vignette autostatique est visible chez les établissements qui se qualifient aux modalités suivantes. Une attitude positive et accueillante des employés envers les familles et les tout-petits et la poursuite des efforts pour améliorer l'accessibilité des familles. Vous souhaitez être certifié famille? Contactez-nous au 88 276 66 77. Surveillez les entreprises certifiées famille ou retrouvez-les sur les médias sociaux à l'aide du mot-clic Certifié Famille MC.